cette serviette à 45 ans. Mais si vous voyez son état, il est parfaitement bien entretenu. Moi, j'ai levé ma main, j'ai dit non, monsieur, il y a bien un problème. Ou alors vous ne vous lavez pas, ou alors vous n'utilisez pas la serviette. Il m'a chassé 3 mois. Donc j'ai su que ce n'est pas l'école qui va m'amener en France, à Paris quoi. Donc j'ai commencé à jouer au football. Et là vraiment je n'étais pas mal du tout. Tantôt on m'appelait Franco Baresi, il y en a qui m'appelaient Enzo Francescoli, mais le nom qui m'a collé à la peau c'était Lobognon Dakwe. C'était un joueur ivoirien. Il était très fort en tac. Et comme moi aussi j'étais très fort en tac, on m'a surnommé Lobognon Dakwe. Encore aujourd'hui, si vous arrivez dans mon quartier populaire de Sikassosira, si vous cherchez François, les gens vont réfléchir. Mais dès que vous dites Lobognon Dakwe, on vous amène directement chez ma maman. Mais là, j'ai eu des problèmes de genoux, j'ai compris que ce n'est pas le football aussi qui va m'amener en France. J'ai décidé de chanter. Ma première composition, c'était pour participer au concours RFI. Je me suis dit, même si je n'avais pas une belle voix, peut-être que j'aurais le prix du plus jeune, quoi. Depuis mon enfance, je rêve de la France. Depuis mon enfance, je rêve d'amis français. Depuis mon enfance, je rêve de partir en France. J'aimais la France. Un jour, c'est ma grande sœur qui m'a appelé. Elle m'a acheté du lémouroudier. Elle m'a donné 100 francs. Et puis elle m'a dit, franchement, François, je pense que tu ne pourras pas gagner ta vie en chantant. Il faut chercher autre chose. Donc j'ai arrêté de chanter. J'ai voulu même qu'une famille française m'adopte pour m'amener à Paris. Je n'ai pas eu. Alors j'avais épuisé tous les recours pour aller en France et j'avais tout épuisé sans succès. C'est comme ça que la France a commencé à quitter ma tête et ça a commencé à quitter mon cœur. Je me suis débrouillé, j'ai eu mon CAP comptable et j'étais magasinier à Ouagadougou. C'est là que Ali Diallo est venu une année me trouver. Il dit, François, je vais monter une pièce pour le Grand Prix National de Théâtre. Est-ce que tu ne veux pas jouer dedans? Il dit, ah, moi, il y a longtemps que je n'ai pas fait théâtre. Il dit, c'est pas grave, je vais te donner le plus petit rôle. J'ai dit, ok. Il m'a donné ce rôle-là. Et je suis arrivé à faire vivre ce personnage-là, qui était un garde, et j'ai fait bégayer ce garde-là. Et j'ai eu le prix de la meilleure interprétation masculine. Et là, les formations se sont enchaînées pour moi. Formation en jeu d'acteur, formation en occupation scénique, formation en diction, même si je sais qu'aujourd'hui encore il y a du progrès à faire. Voilà comment j'ai continué à m'avancer dans l'art, jusqu'à ce que je sois invité à Bourgogne-du-Lasso pendant la 2e édition du Festival international de contes Yélé. Et ce jour-là, j'ai raconté une histoire. La première histoire dont je me rappelle que mon père m'a raconté, c'était l'histoire d'une jeune fille qui était très très belle. Parce qu'elle était très très belle, elle estimait que les autres filles de son âge ne pouvaient pas s'amuser à côté d'elle. On a beau lui parler, elle n'a écouté personne. Et un jour, il a fini par lui arriver malheur. On va vous raconter cette histoire-là. Cette jeune fille était belle. Elle était très belle. Elle était très belle. Parce qu'elle était très belle, elle estimait que les autres filles de son âge ne pouvaient pas s'amuser à côté d'elle. Si bien que le matin, quand les autres filles de son âge étaient réveillées, elle était encore couchée. Quand les autres faisaient leur toilette, c'est alors qu'elle se réveillait. Quand les autres prenaient leur petit déjeuner, elle faisait sa toilette. Quand les autres partaient au marigot, c'est alors qu'elle prenait son petit déjeuner. Quand les autres revenaient du marigot, elle partait au marigot. Et quand les autres revenaient du marigot, elle partait au marigot. Quand les autres partaient au marché, elle revenait du marigot. Quand les autres revenaient du marché, elle partait au marché. Voilà. Quand les autres préparaient, elle revenait du marché. Quand les autres mangeaient, c'est alors qu'elle c'était comme ça, elle avait toujours un pas de retard sur les autres filles. Le soir venu, quand les autres filles faisaient les travaux du soir, elle était occupée à autre chose.
Quand les autres mangeaient, elle faisait les travaux du soir. Quand les autres s'amusaient, c'est alors qu'elle mangeait. Quand les autres rentraient se coucher, elle s'amusait toute seule en pleine nuit. Un jour qu'elle était à s'amuser toute seule en pleine nuit, elle a entendu une chanson. C'était la chanson d'une femme génie qui était allée chercher de la terre pour faire des canaris. Une motte de canaris était tombée sur son enfant et l'avait tué. La femme génie portait son enfant dans les bras et elle chantait. Chantait et la jeune fille qui a entendu la chanson, elle s'est mise à rire, elle a éclaté de rire et elle a commencé à se moquer de la femme génie. La femme génie se dit, je chante mon malheur qui donc se moque de moi. Elle a entrepris de retrouver la personne qui se moquait d'elle. Dès qu'elle est apparue au bout de la rue, la jeune fille est rentrée dans l'une des nombreuses concessions qu'il y avait. La femme génie, ne sachant pas dans quelle concession était rentrée la jeune fille, elle s'est arrêtée au milieu de la rue et elle s'est mise à chanter. Elle s'est mise à chanter elle aussi. La femme génie a su donc dans quelle concession elle était. Dès qu'elle a touché la porte de la concession, la jeune fille est rentrée dans l'une des nombreuses maisons qu'il y avait dans cette concession-là. La femme génie, ne sachant pas dans quelle maison elle était rentrée, elle s'est arrêtée au milieu de la concession et elle a chanté. La jeune fille est restée dans la maison et elle a répondu. Donc dans quelle maison elle était. Quand elle a touché la porte de la maison, la jeune fille est rentrée dans l'une des nombreuses chambres qu'il y avait à cette maison. La femme génie, ne sachant pas dans quelle chambre elle était, elle s'est arrêtée au milieu de la maison et elle a chanté. Elle a répondu. La femme génie a su donc dans quelle chambre elle était. Dès qu'elle a touché la porte de la chambre, la jeune fille est allée se mettre au milieu de nombreux enfants qui dormaient là. La femme génie s'est arrêtée au-dessus des enfants et elle a chanté.
Elle est restée couchée au milieu des autres enfants et elle a répondu. La femme génie l'a donc reconnu. L'histoire dit que la femme génie a échangé l'âme vivante de cet enfant contre l'âme morte de son enfant qui s'est ressuscité. L'histoire dit que le lendemain matin, quand les autres enfants se sont réveillés, la fille, elle était encore couchée. Quand les autres faisaient leur toilette, elle était toujours couchée. Quand les autres prenaient leur petit déjeuner, elle était toujours couchée. Quand les autres sont partis au marigot, et c'est quand elles sont revenues du marigot que les anciens se sont dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils sont rentrés, ils ont trouvé la jeune fille et ils ont compris que plus jamais cette jeune fille ne se réveillera. Mon père m'a raconté cette histoire un jour que j'avais fait peur à toute ma famille parce que j'étais sorti le matin et je n'étais rentré que la nuit. Les gens avaient eu peur parce qu'en ce temps-là, à Bobo-Dioulasso, il y avait le phénomène des coupeurs de tête. Il y avait même des gens qui venaient commencer déjà à présenter les condoléances à ma famille. Cette histoire donc a été racontée pour demander aux enfants d'écouter les adultes, sinon il peut les arriver malheur. C'est donc cette histoire que j'ai racontée ce jour-là, et tous les conteurs de Rénault et de références qui étaient à ce festival, ils m'ont dit, non seulement l'histoire est originale, mais en plus, tu n'es pas mauvais comme conteur. On pense que tu pourras devenir un très bon conteur. Et moi, depuis ce temps-là, j'ai décidé d'être conteur et je ne voulais raconter que les histoires de mon père. Alors que j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans, j'ai donc décidé d'aller dans mon village pour collecter les contes que mon père me racontait, pour seulement raconter ces contes-là. En une semaine, j'ai collecté une centaine de contes. Accompagné d'une conteuse française, j'ai fait la traduction et la réécriture de ces contes-là. Elle m'a demandé la permission de présenter ces contes-là à des maisons d'édition en France, ce que j'ai accepté. Un jour, mon téléphone a sonné. Quand j'ai décroché le téléphone, c'était ma grande sœur de cœur. Elle m'a dit, François, je pense que c'est bon, on va t'envoyer les papiers la semaine prochaine pour que tu demandes le visa, tu vas venir en France. La France était venue à moi, ça c'était la fête. J'ai arrêté net de danser. Parce qu'avoir tous les papiers pour demander le visa ne te garantit pas l'acquisition du visa. Surtout qu'en ce temps-là, il y avait une dame qui travaillait au consulat là-bas. Je vous assure que si la bouche de l'homme pouvait tuer, elle était morte plusieurs fois. Il y en a qui disaient qu'elle a été mariée à un noir, ça s'est mal passé. Il y en a qui disaient qu'elle n'aimait pas les noirs. On a tout raconté sur elle. Toujours est-il qu'on disait, la rumeur en tout cas disait, que sur 100 dossiers qu'elle recevait, il y avait 98% d'échecs. Et tout le monde connaissait son nom. C'est par respect et pour ne pas créer des incidences diplomatiques que je ne dis pas son nom. Alors je suis allé dans mon village pour aller trouver ma grand-mère. Je lui ai demandé de me faire des bénédictions pour que je n'échoue pas au visa. Et surtout, je lui ai demandé de faire des bénédictions pour que je ne tombe pas sur le guichet numéro 3 qui était le guichet de la dame. Ma grand-mère m'a fait des bénédictions, elle m'a dit, mais je ne sais pas si mes bénédictions pourront faire quelque chose dans cette histoire, mais
à t'entendre parler, je vois que tu as très peur de cette dame-là. Alors je vais te donner un conseil, François. Quand quelqu'un te fait très peur, regarde la personne dans les yeux. Imagine la personne toute nue en train de faire caca, jusqu'au moment où la personne pousse. Tu te rends compte que dans la même situation, vous êtes tous pareils. Fort de ce conseil-là, quand mes papiers sont venus, je suis allé au consulat. J'étais le 3e sur la liste. Tu ne choisis pas dans quel guichet tu veux aller. C'est le guichet qui se libère, le premier de la liste s'en va. Ouais, guichet numéro 3. Le premier, subitement, comme s'il avait oublié un papier, il a commencé à fouiller frénétiquement dans ses papiers. Et à l'autre, comme si ses lacets l'empêchaient de marcher, il détachait, il attachait, il détachait. Et moi je me dis, les frères, on dirait le guichet numéro 3 est libéré. Comme dans un mouvement de chorégraphie vocale, ils m'ont dit, mais il faut aller si tu veux. Moi je me suis levé, je suis allé, j'ai dit bonjour madame. On dirait qu'elle était au courant du conseil de ma grand-mère parce qu'elle ne me regardait pas. Elle regardait plutôt sa tasse de café et sa cafetière, elle se servait et elle a tendu le bras pour prendre le papier. Moi aussi j'ai pensé au conseil de ma grand-mère, je cherchais ses yeux. Quand ses bras ont traîné en l'air, je n'ai pas donné les papiers, elle s'est retournée, croisement direct des 2 yeux. Elle me dit, hé monsieur, donnez vos papiers. Je dis, mais madame, je vous ai dit bonjour. Elle me dit, mais vous êtes venu pour chercher le visa ou pour dire bonjour? Je dis, moi, ma grand-mère m'a dit que mes rapports avec autrui commencent toujours par bonjour, alors bonjour madame. Ça a marché. Elle a souri, elle m'a dit, c'est bon, donnez vos papiers. Et là, j'ai respiré un peu. J'ai poussé la pile de papiers, je lui ai donné. Elle a pris, elle a fouillé, elle a fouillé, elle a enlevé un, elle a posé, elle a fouillé, elle a fouillé, elle a enlevé 2, elle a posé, elle a fouillé, elle a fouillé, elle a enlevé 3, elle a posé, elle m'a donné le reste, j'ai dit, reprends tous les papiers là. C'est comme ça vous faites pour dire qu'il manque quoi par contre papier. Moi j'ai amené tout, il faut tout garder. Elle m'a dit non, 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 c'est bon, revenez le soir, vous aurez le visa. Ces 3 papiers suffisent. J'étais content, mais dire que tu vas avoir ne veut pas dire que tu as eu. Hein? Alors je me suis calmé. Le rendez-vous c'était à 17h30. Dès 15h30, on dirait que toutes les montres du monde là étaient arrêtées. Je regarde, mais on dirait qu'ils sont en retard. Hein? Il est 15h30, ils ne sont pas encore là. À 17h30, on a appelé, on m'a donné mon papier, mon passeport, je veux dire. J'ai ouvert. Il y avait le visa. Parce que moi, je servais les gens, je payais à boire, je faisais la fête. C'est l'argent du billet d'avion qu'on m'a envoyé que j'utilisais pour payer à boire aux gens. Quand je me suis rappelé de ça, la moitié était finie. Alors j'ai pris ma moto pour aller vendre au théâtre populaire. Il ne faut pas aller vendre votre moto au théâtre populaire à Ouagadougou, hein? Surtout si vous vendez pour une raison, il ne faut pas dire. Vous allez vous dire, si on achète, c'est bon. Si on n'achète pas, ça ne mange pas, je garde. Parce que moi, je suis allé trouver le gars, je dis franchement, j'ai acheté la moto là il y a 3 mois. Je l'ai acheté à 650 000. Mais je dois aller en France. Et j'ai dépensé l'argent du billet d'avion. Donc vraiment, je voulais vendre la moto pour pouvoir compléter le billet d'avion. Il m'a dit, combien tu veux vendre? Je dis, bon, moi j'ai acheté il y a 3 mois seulement 650 000. Si je gagne 450 000, 400 000, ça peut aller quoi. Il dit, ok, il faut attendre à 10 heures. À 10 heures, il m'a dit, il faut attendre à midi. À midi, il m'a dit, il faut attendre à 14 heures. À 14 heures, il a dit, il faut attendre à 16 heures. À 16 heures, il a dit, il faut attendre à 18 heures. Le guichet RNG Ouagadougou était fermé. C'est là qu'il est venu me dire, ah mon frère, si ce n'est pas 250 000, je ne peux pas payer. J'ai accepté.
Je n'avais pas le choix. J'ai vendu la moto, j'ai pris l'argent, je suis allé préparer mes bagages et j'ai pris le car TCV de 23h qui m'a amené à Bois-du-Lasso ici à 3h du matin. À 3h du matin, j'ai attendu à la gare. À 6h du matin, j'ai appelé mon oncle Adama Kouyaté qui est venu me prendre avec sa Mercedes qui m'a déposé à Sikasso. À Sikasso, j'ai pris le car Bitar. On est arrivé à Sikasso à 10h, j'ai pris Bitar de 10h30 qui m'a amené à Bamako à 18h. À 18h, mon grand frère Habib Dambélé m'a récupéré, il m'a amené à l'aéroport. J'ai payé le billet. J'ai fait les formalités, j'ai traversé. Mon cœur a commencé à battre. Parce que quand tu vois l'avion en l'air, il est tout petit comme un oiseau, tu peux dire que normalement ça peut voler. Mais quand tu es face à face de l'avion, tu vois une roue de l'avion, on dirait ma chambre, entrer direct coucher là à Bois-du-Lasso. Je dis comment ce truc lourd là peut voler? Je n'ai pas eu confiance. Je me suis retourné pour retourner, j'ai vu que là, tu ne peux pas retourner par là. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, je suis monté dans l'avion. Je me suis assis tranquillement dans l'avion. Quand le moteur de l'avion a commencé à trembler, à tourner, mon cœur a commencé à trembler et à tourner. À un moment, l'avion a commencé à bouger tout doucement. C'est comme si on secouait l'avion partout. Mais c'est moi-même mon cœur qui bougeait tellement que je croyais que c'était l'avion. Alors je me suis accroché dans l'avion et on a dit d'en chercher la ceinture. Alors j'ai attrapé la ceinture, j'ai attaché une fois et j'ai attaché. Elle m'a dit non, non, c'est pas comme ça, monsieur. C'est juste la boucle qu'il faut mettre. Mais j'ai tiré, je n'avais pas confiance. À un moment, l'avion a commencé à rouler, c'est comme si on enlevait mon cœur posé par terre. Je me suis accroché tellement au fauteuil que j'ai déplacé mon orteil là. C'est pourquoi c'est un peu gros comme ça. J'ai serré, l'avion a décollé et quand il s'est stabilisé, la dame est venue dire qu'on va servir à manger. Comme moi, je n'avais plus d'argent sur moi, j'ai dit non, moi je ne mange pas. Donc elle a servi tout le monde. Et j'ai demandé à mon voisin, le repas là, ça vaut combien comme ça? Il m'a dit non, 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 l'argent du repas là est compris dans le billet d'avion. Il dit, hé madame, je vais manger maintenant. Donc elle est venue me servir. Comme moi je savais que je n'avais plus beaucoup d'argent, j'avais mangé beaucoup le tour à Bamako là, pour ne pas avoir de problème jusqu'à Marseille. Et donc comme maintenant il y a le repas de l'avion, il fallait que je fasse un peu de place dans mon ventre. Je suis allé dans l'avion, dans les toilettes de l'avion, quoi. Et j'ai travaillé là-bas. Maintenant, je me suis levé. Je cherche le bouton pour faire partir ce que j'ai laissé là-bas, je ne vois pas. Parce que chez ma grande soeur, il y a un truc derrière qu'on appelle chasse d'eau.